Bonjour, nous allons donc voir ensemble euh, la santé au travail et la problématique des soignants en temps de Covid-19. En introduction, nous allons commencer par euh, expliquer le contexte, expliquer de quoi nous parlons. Nous allons aborder donc la pandémie de la maladie Covid-19 et du virus du coronavirus euh, SARS-CoV-2. Nous verrons au fur et à mesure donc, la pandémie, quelques mots sur le virus, la sérologie, les différentes phases de l'évolution de la maladie et la contagiosité. 187 pays sont concernés par cette pandémie et 5 millions de personnes dans le monde, plus de 5 millions et demi, ont été confirmées positives avec des tests. Les guérisons rapportées sont de l'ordre de 2 300 000 et les décès estimés à 350. Alors ici, nous avons la courbe donc des cas cumulés au 26 mai 2020. Vous voyez que l'épidémie a démarré le 10 janvier en Chine, puis après un délai, elle a donc attrapé un certain nombre de pays, dans l'Italie, l'Europe. Hein. Et ici, nous avons donc les pays du Maghreb, l'Algérie, en courbe noire. Si nous remettons toutes ces courbes à J0, nous voyons que la pandémie est en cours dans la plupart des pays. Et en Algérie, nous sommes donc à J64, 65, début de l'épidémie. Et il nous reste encore pour atteindre une phase de stabilisation, 1 à 2 mois, disons 2 mois. Donc l'épidémie est devant nous. En Algérie, donc, la courbe des cumuls des cas, vous voyez qu'il y a une évolution exponentielle. Les nouveaux cas quotidiens, au 26 mai, nous étions à 197 cas. Les nouveaux décès, donc même chose, nous avons une évolution de la courbe des décès avec ici un pic qu'il faut souligner. Il s'agit probablement, fort probablement, c'est l'explication que nous donnons, d'abord de l'évolution de l'épidémie elle-même, mais il y a une trop grande différence entre cette courbe et ce pic. Donc là, les décès peuvent être, une des hypothèses peuvent être rattachées à l'organisation et au dispositif mis en place qui a été dépassé. Le taux de mortalité rapporté est de 7,1%. Nous verrons que ce taux varie en fonction du dénominateur. Plus le dénominateur est élevé, et plus ce taux va baisser. Donc ici, 8697 cas qui ont été donc déclarés, testés, positifs. Probablement, il y a beaucoup de cas positifs, mais non testés. Alors, le virus lui-même, nous allons voir successivement le réservoir, le taux de mortalité, le R0, l'intervalle des séries, et les milieux biologiques. Alors, cette épidémie a pour origine, si vous voulez, comme réservoir initial, la chauve-souris en 2002, dans le syndrome de détresse respiratoire. Même chose en 2012 pour l'épidémie donc, qui a concerné le Moyen-Orient. Hein, et même chose pour l'épidémie de Covid-19 en 2019. Donc, il y a identification successive d'autres intermédiaires. Donc, la civette en 2002, le chameau en 2012 et le pangolin en 2019, qui eux ont transmis à l'humain. Le taux de mortalité, pour ces trois épidémies, si nous les comparons, nous voyons que le syndrome de détresse respiratoire de 2002 avait un taux de mortalité de 10%. L'épidémie de détresse respiratoire au Moyen-Orient, un peu plus de 30%, 35%. Et le Covid-19 dans le monde à 3,5%. En Algérie, tout à l'heure on en a parlé, le taux de mortalité est de 7,1%. Donc l'explication, c'est que probablement le dénominateur est l'état du dispositif de santé à un moment donné qui a été dépassé. Nous pouvons voir un élément intéressant de l'évolution de la maladie. Pour le Covid-19, un patient X0 va contaminer 3 et chacun d'eux va en contaminer 3 autres et ainsi de suite. Donc nous avons une évolution de type 1, 3, 9, 27. C'est une évolution exponentielle supérieure à 1.
Donc, le nombre de personnes contaminées par un cas est assez important. C'est ce qui explique cette dispersion, cette propagation donc, de la maladie. Si nous comparons avec l'épidémie d'influenza, nous avons donc, le cas 1 va infecter un autre cas et ainsi de suite. Nous avons une évolution 1-1-1. Et donc le R0, le R0 est de 1. L'objectif est de le réduire en dessous de 1 par diverses mesures préventives. Un autre élément indicateur important, c'est l'intervalle de série, sachant que l'intervalle de série, c'est l'intervalle entre l'apparition des symptômes chez le patient X0 et leur apparition chez le patient X1 qui l'a contaminé. Donc, vous voyez ici que l'intervalle de série est de 7 jours et demi à peu près, donc pour le Covid-19, et de 2 jours et demi pour l'influenza. Donc, c'est ce qui explique la rapidité d'évolution de cette épidémie par rapport à l'épidémie de Covid-19. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Ici, nous avons donc la détection de l'ARN et du virus dans les différents milieux. C'est donc un tableau extrait de Netscape. Donc, nous avons les éléments clés de la transmission. Nous voyons que lorsqu'il s'agit du nasopharynx, le RNA est détecté, y compris le virus. Donc, la contamination peut se faire par des gouttelettes. Hein, voilà. Même chose pour la salive et sel. Nous retrouvons donc le virus et l'ARN. Le sang, on retrouve le RNA, mais on ne retrouve pas le virus. Donc, ce n'est pas confirmé. La transmission par le sang n'est pas confirmée. Les conjonctives, oui. La transmission verticale mère-enfant. Donc, on retrouve de l'ARN dans le placenta, non, pas le virus. Le sperme et les liquides vaginaux, nous retrouvons l'ARN, pas de virus. L'urine, idem. Et on retrouve l'ARN et le virus chez le chat. Chat parce que c'est un animal de compagnie qui est à la maison. Donc, la transmission essentiellement se fait par les voies aériennes et par la transmission de l'eau. Ici, nous avons la sérologie. Vous voyez que la première semaine, nous avons donc une période asymptomatique, avec au 5e jour, apparition des symptômes. Et ça, c'est la virémie, donc, qui augmente jusqu'au 14e jour, puis commence à baisser jusqu'au 21e jour, parfois un peu plus. Donc, les IgM, les anticorps apparaissent à partir du 7e jour, augmentent au-delà du 14e, et se réduisent et diminuent après le 28e jusqu'au 28e jour. Les IgG apparaissent dans la phase de rétablissement de guérison à partir du 14e jour, c'est une moyenne, hein, ces chiffres sont des moyennes. Donc, les IgG évoluent et demeurent dans le sang et confèrent une immunité à long terme. Donc, nous voyons que cette évolution sérologique nous permet, avec le test PCR et les tests rapides d'IgM et d'IgG, de faire des hypothèses cliniques. Donc, si la PCR est positive, le patient est en début de période d'infection. Donc, les résultats de ces tests nous permettent de faire des hypothèses donc, cliniques. La positivité de la PCR seule indique qu'un patient est en début de période d'infection. Et PCR positive plus IgM, le patient est au stade précoce de l'infection. Les 3 positifs, le patient est en phase active de l'infection. Si la PCR est positive ainsi que les IgG, le patient est en phase d'infection tardive ou récurrente. Les IgM seuls indiquent que le patient est au stade précoce de l'infection. Le résultat de la PCR peut être un faux négatif. Il faut savoir que la sensibilité de ces tests est très variable. Si les IgG sont seuls positifs, le patient a potentiellement eu une infection et est guéri. Les IgM plus les IgG, le patient est en phase de guérison de l'infection, ou le résultat de la PCR peut être un faux négatif. Nous voyons que cette maladie évolue en 2 phases. Donc, il y a une première phase d'incubation avec une phase virale suivie d'une phase inflammatoire et enfin d'une phase de guérison. Donc, 5 jours en moyenne pour qu'il y ait l'apparition des symptômes, avec donc des symptômes qui s'apparentent à une grippe, donc infection respiratoire, de voies aériennes respiratoires. On peut avoir des troubles gastro-intestinaux chez la moitié des patients. Cette phase peut durer 5 à 10 jours. Et puis enfin, la phase inflammatoire survient
Chez 20% des patients symptomatiques, les symptômes sont de la dyspnée, la tachypnée, l'hypoxémie, un problème de coagulation, un syndrome inflammatoire avec des marqueurs, et elle peut rester pendant des semaines. Enfin, suivi par une phase de guérison. Le problème avec ce nouveau coronavirus, c'est que les personnes infectées peuvent contaminer avant de développer des symptômes, sans parler de nombreux cas qui transmettent le virus tout en restant asymptomatiques. Il n'est pas possible de maîtriser l'infection tant que les personnes contagieuses ne sont pas identifiées pour être donc confinées. D'où l'importance de dépister tous ceux, symptomatiques ou non, qui ont été en contact avec une personne testée positive. Voilà donc pour ce qui est le contexte, donc une épidémie en cours qui va encore chez nous rester pendant quelques semaines, des personnes asymptomatiques qui peuvent contaminer et donc une vigilance accrue pour le médecin du travail, pour l'équipe de santé au travail, puisque nous avons le médecin, l'infirmier, le personnel administratif donc, de l'équipe de santé au travail. Cette équipe donc, va se consacrer à identifier les personnels à risque. Alors, les soignants, les urgences et les services, la réévaluation des risques et de l'aptitude dans tous les corps de métier. Donc, nous commençons par les symptômes. Alors, voilà les facteurs qui conduisent à l'hospitalisation, à des gestes invasifs avec surexposition, une température plus élevée que 40, une fréquence respiratoire supérieure à 24 cycles par minute, une saturation en oxygène donc inférieure à 90, une pression partielle d'oxygène inférieure à 70 mm de mercure, du sang artériel, une pression artérielle systolique inférieure à 100, des troubles de la vigilance, les lactates artériels qui sont supérieurs à 2 mmol par litre, des anomalies bilatérales à la radiographie ou au scanner thoracique, l'augmentation rapide des besoins en oxygène pour maintenir une saturation supérieure à 84% est un facteur de mauvais pronostic. Et nous avons les facteurs de risque de complications, c'est l'âge de plus de 65 ans, l'obésité, une IMC supérieure à 30 kg par mètre carré, et les personnes qui souffrent d'une pathologie respiratoire, cardiaque, rénale, hépatique, neurologique, chronique, grave, ainsi que les diabétiques et les sujets présentant une immunodépression. Donc, ce sont ces patients qui vont nécessiter des interventions du personnel et donc qui vont être amenés à être surexposés. Les établissements de santé donc se sont réorganisés pour faire face à ces urgences, à cette pandémie, en réduisant les activités telles que la chirurgie et les hospitalisations. Les urgences constituent le premier lieu de contact avec les patients, et donc ainsi que les unités de soins intensifs qui ont été généralisées dans la plupart des grands hôpitaux de wilaya. Les services de maladies infectieuses identifiés comme services de référence, la pneumologie et la médecine interne sont désignés comme des services dédiés. Des consultations COVID spécialement destinées aux patients asymptomatiques sont organisées, y compris pour le personnel soignant. En situation d'urgence épidémique, le personnel soignant est réquisitionné et il est affecté selon les besoins. Ceci implique une plus grande vigilance ainsi que souvent des demandes de réévaluation d'aptitude de la part de l'employeur et des employés. Donc voilà, pour le personnel à risque, il doit être déterminé nominativement par le service de médecine du travail, identifié, bien sûr tout en respectant le secret médical, et cela concerne tous les corps de métier. Donc, le personnel, c'est tous les corps de métier, donc des agents d'hygiène, le personnel administratif, les infirmiers, les médecins. Et une fois que le personnel a été identifié à partir d'une évaluation ou d'une réévaluation du risque, nous allons intervenir. Alors, les principaux modes d'intervention en prévention sont donc partagés en 3 modes essentiels, mais avant cela, il y a des critères de choix. Quels sont les critères de choix pour choisir une méthode de prévention plutôt qu'une autre? Ensuite, nous verrons que les 3 grosses méthodes d'intervention sont le patient source, entre le patient et les soignants, et l'intervention auprès des soignants. Pour les critères de choix, donc expliquons ce que veut dire critère. Critère, c'est un principe, c'est un élément de référence qui permet de juger, d'estimer, de définir quelque chose. L'efficacité, c'est la capacité de produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts et de dépenses. Alors donc,
Ces critères sont le critère légal, le critère d'efficacité préventive, le critère d'impact de la solution, de stabilité et de coût. Nous allons les voir successivement. Alors, le critère légal, donc, un mode de prévention, un mode d'intervention doit être conforme et autorisé par la réglementation. Donc, nous ne pouvons pas utiliser un vaccin ou un médicament ou une technique préventive qui ne correspond pas à des normes et qui n'est pas été autorisée par la loi algérienne. Pour ce qui concerne l'efficacité, un exemple ici pour évaluer l'efficacité, c'est par exemple le calcul d'un rapport de cote. Ici, nous avons les cas chez les vaccinés et les cas chez les non-vaccinés, ainsi que les témoins. Par exemple, sur les 49 cas sélectionnés, 8 étaient vaccinés et 41 ne l'étaient pas. Sur les 50 témoins, 32 étaient vaccinés, 18 ne l'étaient pas, ce qui fait un rapport de cote de 0,11. Donc, cela veut dire qu'il y a un excès de 11%. Ça veut dire que les personnes vaccinées ont moins de cas, moins de maladies que les personnes non vaccinées. Ici, nous avons une efficacité du vaccin de 89%. L'impact, lorsque nous choisissons une méthode d'intervention, si le résultat ne concerne qu'une infime partie donc, de la population qui est concernée, donc là, cela fait une efficacité qui n'est pas très, très élevée. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une efficacité, un impact le plus élevé possible, concerner le maximum de personnes possible à même de faire la maladie. La stabilité, le critère de stabilité, lorsque nous choisissons une méthode de prévention, nous allons veiller à ce que cette méthode ait fait ses preuves dans le temps et que ce que nous attendons de cette méthode dans 2 mois, dans 3 mois, ou dans une année ou dans 2 années est équivalent à ce que nous avons observé lorsque nous l'avons testé et lorsqu'elle a été conçue. Les critères de coût, il est vrai que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, effectivement, nous ne pouvons pas investir un budget énorme pour un résultat infime. Donc, dans ce cas-là, le choix de la méthode sera celle qui a un rendement coût-efficacité acceptable. Alors, la première intervention, nous avons parlé de l'intervention à la source. Le patient, c'est lui qui va transmettre le virus. Et donc, il constitue la source de dissémination du virus. C'est cet hôte qui doit être la cible principale. Alors, le traitement est un des moyens d'intervention, mais malgré le fait qu'il y ait beaucoup de protocoles thérapeutiques qui ont été proposés, que ce soit des médicaments antiviraux, non spécifiés à leur spectre, antirétroviraux, antipaludiques, antiparasitaires, anti-inflammatoires, immunosuppresseurs, des inhibiteurs de kinase, des anticorps monoclonaux, etc., ainsi qu'une combinaison des uns et des autres. Les interventions pharmacologiques proposées, donc, à l'heure actuelle, sont encore controversées. Nous n'avons pas, donc, de protocole qui a été donc validé. Pour la vaccination, 4 principaux types de vaccins conventionnels, donc qui sont des pistes de recherche. C'est les vaccins vivants, les vaccins inactivés, les vaccins anatoxines, les vaccins à sous-unités, recombinants, polysaccharides, etc., qui prennent des éléments, des parties de la membrane du virus, etc., ou des fragments du virus. Donc, pour le moment, aucun de ces vaccins ou de ce traitement n'a été efficace. Et donc, nous devons passer à la seconde méthode, c'est l'intervention entre la source et les personnes. Donc, il faut empêcher le contact et la pénétration du virus dans le corps du personnel soignant qui est en exercice. Alors, il y a les barrières égales. Nous avons un exemple des écrans de protection en plexiglas, donc, qui empêchent le contact, qu'on peut mettre dans le secteur administratif. La séparation des lits constitue des exemples de barrières et de gardes. Les procédures, donc l'analyse des procédés est une méthode intéressante qui nous permet de faire une bonne prévention. Alors, nous avons un outil, c'est l'analyse des tâches critiques. Ce qui fait, par exemple, si nous prenons les procédures anesthésiques sur les voies aériennes et en réunissant une équipe de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers, et donc avec eux, nous décomposons la procédure anesthésique en étapes et en sous-étapes. Et pour chacune des étapes, donc, nous identifions quels sont les gestes
dangereux, quelles sont les matières ou les matériaux donc, qui sont donc, peu conformes, etc. Et donc les situations dangereuses. Et c'est à partir de cette décomposition que nous proposons des mesures techniques très simples qui peuvent être retenues et qu'il va falloir enregistrer et enseigner à toutes les équipes donc, qui font des procédures d'anesthésie. La protection individuelle et collective est assez importante pour qu'elle fasse elle-même l'objet d'une intervention. Et c'est le professeur Benassine qui fera donc une intervention sur la protection individuelle et collective. Les interventions sur l'environnement du soignant, nous avons l'entretien préventif, effectivement, bon, un équipement ou une machine donc, qui tombe en panne au moment où nous intervenons, où les équipes interviennent, est source de surexposition parce qu'il s'agit là de débrancher le patient, de passer en manuel, donc de le manutentionner. Donc vraiment, donc là, l'entretien préventif des équipements est une excellente méthode de prévention. Nous avons les modifications des matériaux et des matières. Ici, nous avons un kit jetable de masques. Et donc, il peut être jeté entièrement. Il faut aller vers le tout jetable. C'est l'idéal. Nous avons donc la modification des procédés. Ici, un procédé d'oxygénation en extracorporel, donc qui peut remplacer l'oxygénation par ventilation. La modification des outils, ici, nous avons donc les tubes de ventilation. Vous voyez ici qu'on a mis en place un filtre, un capnographe et un aviseur d'halogénie, donc un filtre. Et ici, nous avons un deuxième filtre qui est mis sur le circuit expiratoire du patient, donc un circuit inspiratoire, un circuit expiratoire, ce qui fait que les expectorations, la salive donc, du patient ne va pas contaminer le reste de l'équipe. Et puis donc, la modification des équipements, nous avons l'ENI qui s'est lancé dans la conception et la fabrication d'insufflateurs artificiels et de respirateurs automatiques. L'organisation quant à elle constitue aussi une excellente intervention, un mode d'intervention entre la source et les personnes et les patients. Donc, l'organisation implique non seulement l'équipe santé au travail, mais aussi l'ensemble des gestionnaires de l'employeur, de la commission d'hygiène et sécurité, donc des services eux-mêmes, pour modifier la répartition des tâches dans le temps et l'espace entre les membres d'une équipe de soignants en situation de crise. Donc là, l'idée, c'est effectivement de revoir les tâches, de les répartir dans le temps. L'intervention sur les temps, c'est les horaires de travail, c'est les équipes en brigade, le travail en brigade. Dans l'espace, c'est l'éloignement, donc des postes les plus surexposés. Et c'est aussi la répartition des ressources matérielles et financières. Donc, il y a différentes modalités que nous pouvons voir et cela s'exprime par le concept de gestion de crise. Alors, c'est en temps de paix que l'on prépare la guerre. Effectivement, on ne peut pas gérer la crise, il est très difficile de gérer la crise alors qu'on est en situation de crise. Il faut préparer la gestion de crise lorsqu'on est en situation de paix, en réunissant des équipes donc, qui vont constituer des scénarios et des scénarios de catastrophe. Et à partir de ces scénarios, on va identifier quels sont les besoins. Et donc, il y a tout un processus donc, qui va apparaître lorsque nous sommes en situation de crise. C'est qu'il y a une période d'incubation où la crise va évoluer, donc l'intensité de la crise va évoluer. Il y a des signaux avertisseurs, des vulnérabilités organisationnelles, il y a des facteurs aggravants. Donc, on a un événement déclencheur. Ici, c'est donc l'import du virus par des personnes qui migrent. Une phase aiguë, des réponses opérationnelles, et nous sommes donc là en phase de crise. Et nous allons ensuite avoir une sortie de crise avec un retour d'expérience et des réajustements managériaux. Donc, vous voyez qu'il s'agit vraiment d'une question de gestion à long terme, d'une gestion donc permanente. Donc, de mise en place de programmes préventifs par le biais de commissions, de groupes experts, etc. Alors, la crise elle-même, elle a différentes dimensions multiples, juridiques, humaines et sociales, techniques, éthiques, politiques, institutionnelles et économiques. Donc, c'est tous ces aspects. Nous avons vu sur le plan économique, par exemple, c'est effectivement tous les commerçants qui sont en situation de crise, toutes ces entreprises qui ferment. Donc là, nous avons quand même une épidémie politique et institutionnelle parce que ça met donc tout le système politique sous tension
Et donc, ça teste l'organisation en place, humaine et sociale, parce qu'il y a des décès, parce qu'il y a des familles entières qui sont donc juridiques, parce qu'il faut revoir le système. Donc, l'encadrement des textes techniques, parce que là aussi, il s'agit de voir, de mettre en place des équipements performants, des vaccins, des méthodes préventives performantes. Et sur le plan éthique, cela impose aux médecins donc des considérations éthiques très importantes. On a vu que dans certains pays, il fallait choisir en réanimation qui devait être admis en réanimation. Dans la gestion de crise, Sophie, il y a la gestion des flux. Et dans les flux, donc, que ce soit le flux des personnes ou des marchandises. Donc ici, par exemple, l'étude du flux des médicaments. Donc ici, dans une structure décentralisée, donc fournisseurs, pharmacie pour les hôpitaux, patients, ici dans une structure centralisée. Alors, les visiteurs aussi constituent donc une source de contamination, donc toutes les visites en général sont suspendues dans les hôpitaux. Nous avons vu l'organisation en brigade avec horaires étudiés, donc des brigades ont été mises en place, avec tout ce que cela suppose pour des équipes où il y a des salariés, des personnels soignants qui habitent loin de chez eux, donc hébergement, restauration, etc. Donc la mobilisation des effectifs qui s'est faite donc, par instruction du ministre, annulation de congés, l'appel au volontariat et surtout la solidarité et la flexibilité des services qui doit être étudiée en temps donc, de non-crise pour éviter les conflits qui naissent lorsqu'on on sursollicite certains services. Toujours dans l'organisation, nous avons l'organisation du circuit des patients eux-mêmes. Donc, depuis la déclaration en consultation par le médecin généraliste, la réalisation des tâches d'hygiène, nous sommes habitués à voir dans les hôpitaux, dans les polycliniques, l'hygiène qui se fait pendant les heures de travail, donc là, parce qu'il faudrait le faire en dehors des heures de travail, tout le problème de désinfection, l'organisation des lieux et des horaires de distribution des repas, que ce soit pour le personnel ou pour les patients, l'organisation des horaires de repos, selon les horaires de travail, des 24-48, 72 une semaine, ça, vraiment, nous avons jonglé durant cette période avec toutes les formes d'organisation horaire du travail. La mise à disposition des vestiaires et douches, et là, il faut le reconnaître, nos hôpitaux ne sont pas très donc, dotés en matière de vestiaires et de douches pour le personnel soignant, pour éviter donc, la contamination des vêtements de ville et des vêtements de travail. Et la gestion des équipements de protection, ce n'est pas seulement la mise en place de la distribution d'équipements de protection individuelle, voilà, mais il faut aussi qu'il y ait une nomenclature des équipements individualisés avec des normes qui sont identifiées. Entre parenthèses, nous avons des normes algériennes pour ce qui concerne les masques, les tenues. Et donc, l'Institut algérien de normalisation peut donc contribuer à la rédaction, donc par la mise à disposition de normes, par la rédaction donc, des cahiers de charges. Donc le stockage, la distribution, l'entretien, etc., l'information, la formation sur le port des masques et le port des équipements de protection individuelle, l'habillage, le déshabillage, sont autant de questions complexes que l'ensemble des personnels, pas seulement la santé au travail, doivent prendre en charge. Bien sûr, le plan de communication est important. Ici, nous avons le plan de riposte, une annexe du plan de riposte donc, au Covid qui a été publié par le ministère de la Santé au mois de janvier. Et nous avons donc ici des objectifs qui sont identifiés, détecter, participer, informer, communiquer, renforcer les capacités des professionnels en communication, identifier les principaux acteurs avec les responsables, les actions, les activités, les supports, les indicateurs d'évaluation. Donc, il faut mettre en place un véritable programme de communication et c'est faisable dans la mesure où nous avons dans beaucoup d'hôpitaux des cellules de communication qui ont été mises en place. Voilà aussi, donc, après donc, l'identification, il y a la riposte et le suivi des évaluations. Donc, ce document existe et nous l'avons dans le plan de riposte. Enfin, une situation. Je vais choisir juste une situation parce que les situations de travail sont tellement multiples qu'il est impossible de les aborder dans une communication, dans une conférence de ce genre qui est limitée dans le temps. Alors, la téléconsultation a été une situation de travail qui a émergé durant cette période avec ses avantages et ses inconvénients, particulièrement pour les professionnels de santé ou les personnels administratifs.
Donc, voilà, donc c'est une caricature du journal Le Watan, le HIC. Voilà donc une situation qui permet l'éloignement. Et nous allons compléter les modes d'intervention par l'intervention sur le facteur humain. Alors, l'intervention sur le facteur humain se décompose en plusieurs éléments, action, formation, information, incitative, sélection et surveillance médicale. La formation est importante et nous nous apercevons lorsque nous sommes en situation d'urgence, dans les situations de crise, que nous n'avons pas souvent bien préparé et bien formé nos personnels soignants, surtout lorsqu'il s'agit d'équipes qui se sont constituées seulement pendant la période de crise du fait de l'appel et du renforcement des équipes par des personnes qui n'ont pas l'habitude d'intervenir au niveau des urgences. Et j'en profite pour attirer l'attention donc des personnels en santé au travail et des médecins du travail qui, eux, doivent intervenir en cas d'urgence, que ce soit dans les entreprises ou à l'hôpital, donc de la nécessité de cette formation dans les urgences et en particulier pour les résidents en médecine du travail de se rapprocher dans les services de garde et pour acquérir pendant leur formation le minimum donc, de gestes d'urgence. L'information peut se faire à l'aide de fiches pratiques, d'affiches, disons de vie sur les réseaux sociaux, les incitatifs. Et oui, il s'agit de modifier les comportements. Pour modifier les comportements, il faut inciter le personnel donc, à développer les comportements positifs. Et nous avons ici quelques mesures comme le congé, les congés exceptionnels, qui sont une mesure administrative, donc qui ne relève pas de la santé au travail, qui est gérée par le personnel administratif. La retraite, le fait d'intégrer les périodes de travail en surexposition dans la retraite est aussi un incitatif positif. Les primes, la prime de risque, même chose, la prime spéciale donc pour le Covid et les équipes dans Covid, la distribution de diplômes, de médailles aussi qui encouragent donc le personnel. Il y a aussi des incitatifs négatifs comme l'absentéisme qui peut être donc contrôlé par médecins conseils ou par des médecins qui sont recrutés par des hôpitaux et non pas par les médecins du travail qui n'ont absolument rien à voir avec le contrôle des arrêts de travail du fait que la loi sur la médecine du travail, l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne donne pas cette prérogative aux médecins du travail. La réduction des primes peut aussi constituer un aspect donc, de lutte contre les comportements négatifs. L'assignation, la sélection, ici par exemple, nous voyons que la gestion des voies aériennes doit être réalisée par le senior le plus expérimenté. Donc c'est l'affectation de la personne la plus compétente dans l'équipe d'urgence parce que c'est dans l'intérêt du patient de recevoir les gestes les plus conformes. La surveillance médicale doit être adaptée au contexte. Alors, les activités programmées sont différées pour faire place aux visites médicales à la demande des employés et des employeurs. Et effectivement, nous avons une flambée de demandes de changement de poste, de retrait de la surexposition. Idem, l'employeur nous adresse des salariés pour vérifier donc, leur aptitude. Donc, autant de questions sur lesquelles nous avons des réponses à donner, très techniques. Et le médecin du travail qui gère les dossiers médicaux des patients, du fait qu'il les voit régulièrement en surveillance médicale périodique, a toutes les informations qui lui permettent de prendre des décisions tout en veillant au secret médical. J'insiste beaucoup là-dessus. Aucune liste de patients invalides ne peut être remise à l'employeur. S'il y a un certificat médical, il faut le remettre à l'employé, et c'est à l'employé s'il le souhaite de le remettre à l'employeur. Sinon, un certificat médical d'aptitude qui à aucun moment ne fait mention de la pathologie concernée, auquel est donc soumis le patient. Il y a aussi des activités d'évaluation des risques sur les lieux de travail, par exemple une évaluation des risques dans les services dédiés, les services de référence, les réanimations, les urgences, pour réévaluer les risques, faire des propositions dans le cadre de la commission d'hygiène et de sécurité. Et là, j'insiste beaucoup sur le rôle de la commission d'hygiène et de sécurité au sein des hôpitaux.
elle est réglementée, mais la plupart des hôpitaux n'ont pas mis en place cette commission d'hygiène sécurité. C'est une commission paritaire qui implique l'employé, les employeurs et les représentants des salariés. Le médecin du travail est conseiller des employés, de l'employeur et des représentants des travailleurs, y compris les représentants des médecins, des représentants des salariés, à travers les syndicats ou à travers des représentants. Il y a aussi des activités de management. Donc, les activités de management, de multiples rapports sont à rédiger, des comptes rendus, des certificats, des statistiques. Donc, il y a beaucoup de travail de gestion qui est fait par le médecin du travail. Le médecin du travail fait une surveillance clinique, donc il va relever les symptômes et rechercher en particulier donc, les symptômes de cette pathologie, d'autres pathologies. C'est ainsi qu'il va s'intéresser aussi aux pathologies donc, chroniques. Ici, nous avons les principales pathologies comme cardiovasculaires, les diabétiques, les pathologies chroniques respiratoires, etc. C'est ces pathologies, entre autres, que le médecin va donc veiller à surveiller. J'attire l'attention sur cette nécessité de faire en sorte que il faut absolument que le médecin en général, ou le médecin du travail en particulier, puisse travailler en toute conscience et en toute liberté. Donc, c'est en son âme et conscience qu'il décide et il engage sa responsabilité et il ne peut pas être tenu par donc, un texte en dehors du texte, donc des textes de loi. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure en disant que les notes et les instructions sont des interprétations de la loi. Les examens sérologiques, donc c'est les tests, nous en avons parlé tout à l'heure, en début donc, de conférence. Voilà, donc nous pouvons utiliser. Et il y a aussi les tests donc, d'atteinte des organes concernant l'état du foie, les transaminases, les tests inflammatoires, etc., etc. Donc, ils peuvent permettre de surveiller. La densitométrie avec la radiologie. Donc, nous, médecins du travail, nous sommes habitués donc, à ces images, opacité en verre dépollu avec aspect en plage modulaire. Il s'agit d'images donc, disons de fibrose interstitielle débutante ou avancée, des condensations avec aspect en bande modulaire, le crasypaving, réticulation au sein du verre dépoli, etc. Donc, voilà. Et donc, la surveillance épidémiologique va constituer en enquête. Il faut faire des enquêtes au milieu professionnel dès qu'il y a un patient, un salarié qui est donc déclaré. Le soutien psychologique individuel peut se faire sous via de la mise en place d'une hotline ou de groupes de parole ou de débriefing. Le médecin du travail est très proche donc des salariés et il a une empathie avec ses patients, avec ses salariés. Et donc, de ce fait, c'est un recours souvent intéressant et utile pour la prise en charge de ces aspects psychosociaux. L'implication des psychologues qui sont maintenant recrutés dans les hôpitaux est aussi importante à développer. Voilà donc pour les modes d'intervention. Les mesures organisationnelles et réglementaires constituent un aspect extrêmement important donc, parmi les modes d'intervention. Nous les avons particularisés puisque de nombreux textes ont été publiés durant cette courte période de 2 mois sur un seul événement, la pandémie. Il s'agit de mesures administratives qui ont été mises en place par l'autorité sanitaire afin d'encadrer juridiquement et administrativement les modes d'intervention préventifs. Il y a le plan de riposte, dont on a un peu parlé tout à l'heure. La définition des cas est extrêmement importante, les cas de Covid. L'évitement est un aspect qui a été pris en compte dans le cadre de la législation. Et nous allons aborder la question de l'évolution des textes. Alors, le plan de riposte, je pense que la plupart d'entre vous ont eu à le lire. Je pense que c'est un document fondamental qu'il faut reprendre. Il a été publié donc au mois de janvier par le ministère de la Santé. C'est le plan de préparation et de riposte à la menace d'infection coronavirus. Et voilà, nous avons donc ici la table des matières qui se divise en plusieurs parties. Une première partie, donc, c'est une introduction globale.
hein, avec le cadre général, l'organisation générale du dispositif, le système de surveillance, la stratégie de communication et la conduite à tenir devant un cas suspect. La partie 1, c'est le dispositif opérationnel pour la prise en charge d'un patient suspect. La partie 2, c'est le dispositif de surveillance de l'infection COVID-19. La quatrième partie, c'est le transport sécurisé d'un patient suspect d'infection vers l'hôpital dédié et la désinfection de l'ambulance. La partie donc, 5, c'est la prise en charge d'un malade suspect d'infection coronavirus au niveau de l'hôpital. La sixième partie concerne les modalités de réalisation et d'acheminement des prélèvements biologiques. La septième partie, c'est les tenues et le matériel de protection. Et la huitième partie concerne les précautions standards en matière d'hygiène et de contrôle de l'environnement, avec plusieurs fiches très intéressantes. Et il y a les procédures de veille et de riposte contre l'infection Covid au niveau des points d'entrée, avec des annexes sur le dispositif de prise en charge et le plan de communication que nous avons présenté tout à l'heure. La définition, c'est une question extrêmement importante car elle oriente l'organisation et la réorganisation des objectifs et des activités. Elle assure la cohérence de l'évaluation des activités. Elle nous permet de parler de la même chose lorsque nous parlons de cas suspects, de cas probables ou de cas confirmés. Un cas suspect, c'est un cas qui présente des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë, quelle que soit sa gravité, avec fièvre, et qui a voyagé ou a séjourné dans une région où il y a une transmission active dans les 14 jours qui précèdent la date de début des signes cliniques. En sachant que cette définition a évolué, puisqu'au départ, donc la définition indiquait la Chine comme étant une région. Ensuite, c'était les pays d'Asie comme le Japon, etc., l'Inde, la Corée. Ensuite, c'était l'Europe. Et finalement, l'Algérie donc, est devenue une région à transmission active. C'est quelqu'un qui a voyagé ou c'est quelqu'un qui a eu un contact étroit avec un cas confirmé ou probable pendant que ce dernier était symptomatique. Alors, c'est aussi toute personne qui travaille ou qui a séjourné dans un service hospitalier qui prend en charge les cas d'infection COVID-19. Donc, voilà pour le cas suspect. Le cas probable, c'est un cas dont le test diagnostique virologique n'a pas pu être effectué pour diverses raisons. Donc, c'est tout ce que nous avons dit sur le cas suspect, mais pour lequel nous n'avons pas fait de test. Nous ne pouvons pas faire de test. Donc, pour des raisons, le test n'est pas disponible, par exemple. Mais un examen tomatocytométrique thoracique avec des images, donc ça, c'est le cas probable. Le cas confirmé, c'est un cas symptomatique ou non, avec prélèvement virologique confirmant l'infection COVID-19. Voilà, nous avons donc la définition, nous savons de quoi nous parlons, et en plus de la protection que le professeur Ben Hassan va développer dans une vidéo, l'évitement permet de ne pas aller à la rencontre du virus. Donc, protéger, quand on ne peut pas réellement protéger, puisqu'en plus, il s'agit d'une personne fragile, vulnérable, eh bien, il faut éviter. Donc, pour cela, confinement à la maison ou confinement à l'hôpital. Congé exceptionnel, mesures complémentaires pour pouvoir confiner. Organisation des lieux publics, nous reviendrons. Là, c'est l'organisation de la circulation et le règlement intérieur des entreprises. Le confinement a été instauré chez nous, d'abord dans une ou deux wilayas, Blida et Alger, puis ensuite, au fur et à mesure, pratiquement toutes les wilayas ont été concernées et les horaires ont varié du confinement total jusqu'au confinement partiel de 19h à 7h du matin. Et actuellement, nous avons des wilayas où nous avons un confinement de 17h jusqu'à 7h du matin. Voilà donc, le confinement vise à ce que donc, la population reste chez elle et pour éviter donc la transmission. Si on casse la transmission pour avoir un R0 donc négatif. Voilà, ici donc sur Google, lorsque vous mettez donc congé exceptionnel, vous voyez que ou congé exceptionnel donc des mesures de congé exceptionnel ont été mises dans le cadre du statut général de la fonction publique. Il y a aussi certaines entreprises privées qui ont mis en congé leur personnel. C'est important le congé exceptionnel parce qu'en fait, le patient ou la personne, le salarié, garde donc son salaire et certaines catégories de personnel ont été mises en les lieux publics, la fermeture des lieux publics, là, tous les endroits où la population donc, peut donc, échanger le virus
et augmenter donc le taux d'infection. Le contrôle de la circulation, que ce soit la circulation des voitures ou des personnes. Les entreprises, à partir de leur règlement intérieur, donc, peuvent gérer cet aspect, en sachant que le règlement intérieur d'une entreprise, c'est un document rédigé unilatéralement par l'employeur dans lequel il définit les règles exclusivement relatives à l'hygiène, la sécurité et la discipline sur le lieu de travail. Donc, ce règlement intérieur peut être appliqué à tout salarié intégrant l'entreprise parce que lorsqu'il signe un contrat, il accepte le règlement intérieur de l'entreprise. Nous abordons les textes réglementaires. Je ne vais pas vous ennuyer en développant texte par texte que vous avez certainement vu et étudié, réétudié, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, donc, nous avons 13 décrets présidentiels et exécutifs. Un décret peut être signé par le président de la République. Quand on dit un décret exécutif, il est signé par le chef du gouvernement. Au 21 mars, donc du 21 mars au 24 mai, nous en avons eu 13. Et il y a eu 9 instructions et 17 notes du 22 janvier au 24. Alors, les décrets, il y en a eu 4 concernant le confinement et les modifications, donc, étendant le confinement à d'autres wilayas, réduisant, augmentant les horaires, etc., ou déconfinant certaines wilayas. La prévention et la lutte, 5 donc, décrets, 2 pour la prime exceptionnelle avec un transfert de crédit et un décret qui facilite l'importation des équipements médicaux, des médicaments, les équipements de protection en rapport avec la pandémie. Les instructions et les notes, alors il faut savoir que les notes, une instruction et note est une interprétation de la loi, d'un décret, d'un arrêté, souvent actualisé en fonction de l'évolution de la situation épidémique et surtout pour une pandémie comme celle que nous vivons où les données scientifiques ont évolué avec le temps. Si au début on insistait beaucoup plus sur les gants, moins sur les masques, maintenant on insiste beaucoup plus sur les masques. Donc, le législateur, le ministère de la Santé doit s'adapter, a dû s'adapter, même pour les définitions, en fonction de l'évolution épidémiologique. Donc, les instructions, nous avons eu une instruction sur le fonctionnement des établissements, on l'a vu donc, on en a parlé. Les cas compliqués, la prise en charge des cas compliqués, qui hospitalisé, quels sont les critères d'hospitalisation. Vous avez ici, entre parenthèses, le numéro de ces instructions. 2 instructions sur le diagnostic et le traitement, en particulier sur l'introduction de l'hydroxychloroquine. L'imagerie avec l'introduction de la tomodensitométrie, la prise en charge des enfants, le traitement et la prise en charge des patients en psychiatrie qui posent un problème particulier, et les CEMEC, le renforcement des services d'épidémiologie qui contribuent au suivi épidémiologique de cette pathologie. Les notes, 2 sur la définition des cas, 2 sur la surveillance et l'alerte, les cas suspects et les contacts, les frontières, la guérison, les critères de guérison, le masque, les masques, l'affectation des masques, les numéros verts, le numéro vert qui a été généralisé, la prise en charge des patients, et les hémodialysés et transplantés, les décès qui posent un problème spécifique, puisque tout en évitant donc, la contamination des personnels chargés dans la préparation du décédé, il faut respecter le rituel donc, musulman. Le milieu de travail, nous en avons 4, la 13, la 15, la 16 et la 18, qui insistent sur la santé au travail et la gestion donc, des personnels soignants et de la gestion de la pandémie dans les entreprises, sur les masques, l'utilisation des équipements de protection individuelle, etc. Et là, j'insiste pour dire que le plan de riposte n'a pas prévu donc, la santé au travail dans toute, nous avons vu les détails de la table des matières, la santé au travail n'apparaît pas dans le plan. Et ça, à mon avis, c'est une omission grave, puisqu'on ne peut pas envoyer donc, des soldats à la guerre sans les protéger. Il est clair que des statistiques durant la Deuxième Guerre mondiale ont démontré que le plus grand nombre de décès parmi les militaires durant la Deuxième Guerre mondiale, le plus grand nombre de décès survenait dans les arrières, chez les blessés et les malades, parce que le système de santé et le personnel soignant n'étaient pas en phase avec l'ampleur du nombre de décès, alors que le nombre de décès au front était inférieur au nombre de décès à l'arrière.
Donc, même chose, nous avons pris en charge le personnel, les patients Covid avec le personnel soignant. Et donc, le plan de préparation de riposte aurait dû insister sur et donner tous les éléments concernant la préparation et l'encadrement du personnel soignant. C'est ce qui fait que nous avons eu 4 notes rien que pour cet aspect. Donc, ces notes sont arrivées par la suite. Le programme élargi de vaccination qui, lui, doit continuer pour les enfants durant toute cette période. Il n'y a pas de contre-indication à l'arrêt, donc, sauf les contre-indications classiques. Et nous allons terminer donc par conclure. L'épidémie est encore devant nous. Il faut absolument appliquer avec rigueur les mesures préventives. La place de la santé au travail est importante. Cette pandémie a permis de mettre en avant l'importance de la santé au travail. Quand je dis santé au travail, je ne parle pas de médecin du travail tout seul. Je parle de l'équipe de santé au travail et de la politique de santé au travail de l'entreprise. Le programme de santé au travail de l'entreprise est validé par la commission d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou de l'unité. Et ce programme est intégré au programme de sécurité au travail et au programme de santé environnementale de l'entreprise. Alors, concernant l'efficacité des interventions et des modes d'intervention que nous avons présentés, il faut savoir que ces modes d'intervention qui se font à la source du danger, c'est-à-dire auprès du patient, entre la source du danger et les personnes et auprès des personnes, a une efficacité qui ressemble à une pyramide à l'envers. Ça veut dire que l'efficacité se réduit plus on se rapproche des personnes. Cela veut dire que porter un masque est moins performant que vacciner le patient. Cela veut dire que traiter un patient est plus efficace que mettre une barrière à garde, ce qui veut dire qu'il faut absolument développer l'intervention à la source. Et c'est pour ça que toutes les équipes de recherche dans le monde sont focalisées sur les questions de thérapeutique, de traitement et de vaccination pour traiter le danger à la source. Néanmoins, les modes d'intervention, il faut les combiner. Donc, il ne suffit pas d'en faire une seule. Il ne s'agit pas de mettre seulement les masques ou de faire seulement de la formation ou de l'information. Parce que là, il s'agit d'actions sur les personnes qui visent à modifier le comportement humain. Et nous savons que le comportement humain, que l'être humain est très difficile à gérer et que la modification du comportement humain obéit à des règles. Il faut identifier la nature du changement que l'on attend de la personne, construire un plan d'action et faire évoluer durablement les comportements. C'est comme la ceinture de sécurité. Il a fallu une année ou plus pour que tout le monde maintenant mette la ceinture de sécurité. Même chose pour la question du téléphone portable. Donc, les gestes de prévention, il ne faut pas s'attendre à des résultats immédiats lorsqu'il s'agit de modifier les comportements. C'est un véritable programme de modification de comportement qui doit être fait au sein de l'hôpital. Alors, la maladie professionnelle, la réparation, plusieurs questions se posent. Oui, c'est une maladie professionnelle lorsqu'elle survient chez des patients, chez des salariés qui sont surexposés et qui sont donc en contact, qui font des gestes invasifs sur les patients. Et donc, ils peuvent récolter leur virus à partir des patients qu'ils traitent. Néanmoins, il faut savoir que ce virus, cette maladie, peut être contractée à l'extérieur. Donc, puisqu'il s'agit d'une épidémie et d'une pandémie. C'est comme la tuberculose, qui est considérée comme une maladie professionnelle dans le chez le personnel soignant, à condition de retrouver la personne source, le patient source, de le caractériser et de démontrer qu'il y a eu un contact invasif. Donc, il y a des règles, des conditions, et d'ailleurs la liste des travaux est limitative. Donc, c'est dans ce sens que, si vous voulez, nous considérons que c'est une maladie infectieuse et que, à ce titre, elle peut donc être intégrée au tableau numéro 75 et que, en attendant, il faudrait que tous les médecins donc, remettent aux patients un certificat médical de maladie à caractère professionnel qu'il doit absolument déposer au niveau de la caisse, de la CNAS, afin que
lorsque cette maladie sera reconnue en tant que maladie professionnelle, ils puissent à titre rétroactif bénéficier de tous les avantages, y compris des indemnités journalières à 100% à titre rétroactif, dans la mesure que, il faut savoir que cette maladie pour des patients qui ont eu des complications peut entraîner des séquelles et donc ils peuvent aussi bénéficier d'une incapacité permanente partielle. Alors, la déclaration d'accident, c'est une méthode qui peut être contestée, mais néanmoins, on peut l'adapter, si vous voulez, aux accidents exposants au sang. Mais on sait que ce n'est pas un accident exposant au sang. Donc, il faudrait qu'il y ait eu une exposition en urgence et le délai entre l'apparition de la maladie et l'exposition donc, ne dépasse pas les 5 jours. Donc, vraiment, il faudra bien argumenter, déterminer les circonstances de l'accident, faire la déclaration par deux témoins, donc, et c'est l'employeur qui fait la déclaration au titre de l'accident du travail. Pour ce qui concerne la gestion de la pandémie, il faut savoir que l'approche participative au niveau de la prise en charge de cette pandémie et de la prise en charge des mesures préventives est la meilleure solution. Il faut éviter de faire une approche tout à fait technique et exclusivement technique avec un comité d'experts. Si nous voulons changer et modifier les comportements, il faut travailler avec les équipes. Le médecin du travail doit s'habituer à aller sur le terrain, à discuter avec les équipes et à faire avec eux l'évaluation des risques. Et à ce titre, la méthode Soban, que certains d'entre vous connaissent, peut être intéressante. Et je ferai probablement une conférence ou un exposé donc, sur cette méthode qui, à mon avis, est extrêmement intéressante, surtout dans des hôpitaux où il n'y a pas beaucoup de mesures, de moyens de mesures métrologiques. Le déconfinement va venir et nous, en tant que médecins, on va avoir encore plus de problèmes, les soignants vont avoir encore plus de problèmes parce qu'il faut absolument que les mesures de déconfinement s'accompagnent donc d'un certain nombre de mesures dans la distanciation physique, le port des équipements tels que les barrettes, et la désinfection, l'organisation des lieux publics, des moyens de transport. Donc, il faut s'attendre aussi à un certain nombre de difficultés qui vont peut-être nous amener à être confrontés après le déconfinement à cette pathologie qui expose nos soignants à un risque élevé. Il faut savoir que beaucoup de soignants ont été, donc, sont décédés à la suite de cette surexposition. Je vous remercie de votre attention.